Kay Phillips. Bonjour et bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Il s'agit du premier d'une série de 3 webinaires intitulés Transformer les soins aux personnes âgées. La séance d'aujourd'hui est appelée Utilisation appropriée des antipsychotiques en soins de longue durée, pratiques, résultats et enseignements tirés du projet collaboratif pan-canadien de la FCASS sur la réduction des antipsychotiques. Je m'appelle Kay Phillips, je suis directrice principale à la Fondation canadienne pour l'amélioration des services de santé. Je suis heureuse d'être votre animatrice aujourd'hui. Tandis que je présente nos conférenciers invités, je vous demande de prendre un instant pour vous présenter dans la boîte de dialogue et pour préciser combien de personnes participent à votre emplacement en répondant au sondage à votre écran. Aujourd'hui, nous souhaitons la bienvenue à Dale Moffett, qui est vice-président de la qualité des services de consultation à Sienna Senior Living. Elle a 25 ans d'expérience en tant que chef de file de l'industrie des soins de longue durée, ayant détenu divers postes, infirmière de première ligne, infirmière consultante, directrice des soins. En tant que vice-présidente de la qualité des services de consultation de Sienna Senior Living, elle est responsable de l'analyse des données cliniques, de l'informatique, du RAI-MDS, de la gestion de la qualité, de l'amélioration du rendement et des services conseils de gestion. Nous avons également John Hurdis, qui est professeur à l'École de santé publique et des systèmes de santé à l'Université de Waterloo. Le Dr Hurdis est un chercheur principal canadien et membre du conseil d'administration d'Interrail, un consortium de chercheurs de plus de 35 pays. Il préside le réseau d'excellence internationale d'Interrail en santé mentale et le réseau Interrail du Canada. Il est également un boursier de la Canadian Academy of Health Sciences. Nos productrices Sheena Powell et Kelly Ripley dirigent cette web émission à Ottawa. Je suis en compagnie de Jennifer Major, l'une des responsables de ce dossier. Je vous souhaite la bienvenue. Nous avons prévu un système d'interprétation simultanée pour tous les webinaires sur appel, ce qui pourrait entraîner quelques rapides pauses dans le dialogue. Aujourd'hui, nous vous invitons à participer dans la boîte de dialogue dans l'une ou l'autre des langues officielles. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir l'approche novatrice de la FCASS afin d'améliorer la pertinence de la prescription des antipsychotiques. Vous allez découvrir comment une équipe de Sienna Senior Living, l'un des plus importants prestataires de soins de longue durée en Ontario, a adapté et mis en œuvre l'approche de la FCASS dans tous ses foyers. Enfin, vous allez apprendre les résultats de l'analyse longitudinale montrant l'ensemble des effets positifs qu'apporte le projet collaboratif pan-canadien sur la réduction des antipsychotiques et certaines des leçons clés tirées de ce projet. Si vous ne connaissez pas notre organisation, la FCASS est un organisme à but non lucratif qui se consacre à soutenir les organismes du secteur canadien de la santé en vue d'accélérer la mise au point, la mise en œuvre et la diffusion d'innovations qui améliorent l'expérience des soins pour les patients et leurs proches, débouchant sur une amélioration de la santé et du rapport et de l'optimisation. Entre 2014-2015, la FCASS a travaillé avec 15 équipes d'amélioration de la qualité et des experts de tout le Canada et du monde entier dans un projet collaboratif pan-canadien auquel ont participé 50 établissements et portant sur la prescription appropriée d'antipsychotiques pour les résidents atteints de démence résidant dans des établissements de soins de longue durée. L'une de nos équipes force de l'autorité régionale de santé de Winnipeg, animée par Cynthia Sinclair et Joe Puchnak, a amélioré la vie des résidents dans les foyers de soins de longue durée dans toute la région. Dans le cadre de ce projet, les membres du personnel ont été formés à utiliser les approches basées sur les données, axées sur les résidents, afin d'assurer que les résidents, leurs familles, les médecins et le personnel travaillent ensemble pour envisager la gestion des traitements médicamenteux pour essayer des approches novatrices pour gérer les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. L'équipe de cette initiative a attiré notre attention, tandis que nous recherchions des initiatives à diffuser dans l'ensemble du Canada. Elle a donné des résultats concrets qui ont permis de démontrer une amélioration des soins, de la santé et de l'optimisation. L'hypothèse de la cybercollaboration UAA était que les équipes, dans le cadre d'une collaboration d'amélioration de la qualité qui développe les compétences en approche de soins axés sur les résidents, la revue régulière des médicaments, les lignes directrices relatives à la réduction des prescriptions et le codage et la collecte de données en temps réel peut déboucher sur une réduction de l'utilisation inappropriée des antipsychotiques dans les foyers de soins, une amélioration de la qualité de l'expérience des soins de la démence
pour les résidents des foyers de soins et les familles et le personnel, et un renforcement des capacités individuelles et organisationnelles en matière de conception, de mise en œuvre, d'évaluation, de soutien et de diffusion des innovations centrées sur le patient et fondées sur les données dans les soins dans les établissements de soins. Alors, les principales composantes de l'intervention que les foyers de longue durée ont adaptées à leur contexte comprennent d'abord la formation de tous les membres du personnel afin d'accroître les compétences pour concevoir et appliquer des approches de soins axées sur la personne, un travail d'équipe multidisciplinaire, une bonne communication entre les familles, la direction, les médecins, les pharmaciens et tous les autres membres du personnel de première ligne. Encore une fois, des examens réguliers des médicaments, au moins chaque trimestre, et plus fréquemment pendant les réductions. Et enfin, des lignes directrices sur la déprescription qui ont accompagné l'ensemble de mesures de suivi, notamment comportementales. S'agissant des ressources et du soutien offert par la FCASS, ceci incluait une formation sous forme de webinaires interactifs et d'ateliers présentiels, des ressources comme les outils pour orienter la rédaction graduelle des médicaments et le financement, un encadrement par des spécialistes du contenu de l'amélioration venus de toutes les régions du Canada et des États-Unis, partage entre équipes, un apprentissage, un élément clé, l'apprentissage en ligne, l'examen par les pairs, l'échange d'idées. Enfin, un élément critique, la mesure et l'évaluation sous forme de collecte et d'analyse de données et des données donc relatives à l'étude et d'autres données complémentaires. L'outil Interail a été un élément critique. Le Dr Hurtis va nous en dire davantage sur les résultats de l'évaluation en faisant état d'une étude qu'il a réalisée sur ce domaine. Mesurer le succès dès le début a consisté d'abord à déterminer la cohorte cible à l'aide des données Interail. Au tout début de ce projet, en fonction des critères d'inclusion et d'exclusion. Il s'agissait des résidents sous antipsychotiques mais n'ayant pas de diagnostic de démence. Au nombre des critères d'exclusion, s'ils ont également les résidents atteints de schizophrénie, de maladie d'Huntington, d'hallucinations et ceux en fin de vie. Au total, on a déterminé que 578 résidents répondaient aux critères d'inclusion et faisaient l'objet de suivi pendant la durée du projet collaboratif. Alors, comment mesurons-nous le succès des foyers de longue durée? Dans le cadre des données recueillies grâce au système Interail, on a inclus la réduction des antipsychotiques, les effets indésirables, l'augmentation des comportements agressifs, recours aux contentieux chute. Vous allez entendre davantage de détails sur les données dans la présentation de Dale Moffett. Toutes les équipes ont utilisé des mesures de processus de résultats et d'équilibre qui ont permis de comprendre quels étaient les résultats. Le personnel engagé, informé et qualifié a joué un rôle clé. Donc, le développement des capacités constitue un élément clé. Il ne s'agissait pas simplement de mettre en œuvre de nouvelles lignes directrices, mais la mobilisation était essentielle, y compris un changement culturel au sein de l'organisation. Les objectifs de diffusion étaient également très importants. Il fallait les atteindre au sein de l'unité d'établissement. Le rendement de l'investissement au niveau de l'efficacité et des gains constitue un autre élément clé. S'agissant des résultats, après la cybercollaboration de 14 mois, qu'avons-nous obtenu? En définitive, nous avons rejoint 56 établissements de soins de longue durée, plus de 7000 résidents dans 8 provinces. Globalement, les équipes qui ont pu nous fournir des données sont parvenues à une réduction de 54%, sont permis dans 54% des cas à réduire ou cesser la prise d'antipsychotiques. La réduction de l'utilisation des antipsychotiques ne s'est pas accompagnée d'un recours à d'autres médicaments psychotropes, ce qui est très important pour assurer que les résidents qui cessaient de prendre des antipsychotiques ne les voyaient pas remplacés par d'autres psychotropes. S'agissant des autres résultats, d'après les données recueillies du Rhin, nous n'avons pas constaté d'augmentation des chutes, des comportements verbaux violents, des comportements agressifs, de résistance aux soins, ni des comportements socialement inadaptés. Quant aux autres mesures du rendement que nous avons examinées, nous avons procédé à une analyse du rendement de l'investissement de concert avec l'organisation Risk Analytica l'an dernier. Et le Dr Hurley avec son équipe a entrepris une analyse comparative longitudinale des foyers de soins de longue durée participants et non participants, et le Dr Hurley va nous communiquer ces résultats dans quelques instants. Alors, donc, une analyse de rendement sur l'investissement démontre essentiellement
qu'un résident sur 4 en soins de longue durée prend des antipsychotiques sans un diagnostic de psychose. Si l'on étendait ce projet à l'ensemble du Canada au cours des 5 prochaines années, nous pourrions rejoindre plus de 35 000 résidents chaque année, ce qui consisterait à éviter 25 millions d'ordonnances antipsychotiques, pourrait empêcher 91 000 chutes, 7 000 hospitalisations, 19 000 visites à l'urgence et économiser jusqu'à 194 millions de dollars. Alors à présent, je voudrais souhaiter la bienvenue à Dale Moffitt de CNS Senior Living qui va nous faire part des résultats obtenus par son équipe dans le cadre de la cybercollaboration UAA. Vous la parole, Dale Moffitt. Dale Moffitt. Bonjour, je suis très heureuse de parler aujourd'hui pour vous faire part de nos résultats. C'est vraiment un projet remarquable et le travail que la FCSS, l'équipe du Dr. Hurdis et tous les foyers participant à la cybercollaboration ont été tout à fait remarquables. Michael est l'un de nos résidents qui est devenu un résident d'une foyer longue durée. À son admission, il pouvait manger seul, il marchait, il conversait. À cause de ses comportements, il a commencé à prendre des antipsychotiques. Mais malheureusement, il n'y a pas eu de revue jusqu'au début du projet. Lorsque le projet a commencé, au fil du temps, il ne pouvait plus s'alimenter, il ne pouvait plus marcher. Il a perdu bon nombre de ses capacités. Il a donc été inclus dans le programme avec la permission de la famille et l'assistance du groupe du pharmacien, etc. Au fil du temps, il a été sevré des antipsychotiques. À ce jour, sa qualité a radicalement changé. Maintenant, il peut marcher de nouveau, il tient des conversations avec sa famille, il est heureux, il participe au programme plus que jamais. Donc Michael est un seul parmi de nombreux succès. Alors, nos données. Donc, nous nous concentrions sur ce programme. Nous voulions nous assurer de réussir. Pour réussir, il faut commencer lentement, posément, voir comment le programme évolue. Vous pouvez constater que pour l'ensemble de l'organisation, nous nous situions à environ 33% de résidents qui prenaient des antipsychotiques, ce qui fait quand même beaucoup de monde. Nous en avons environ 5 700 en Ontario. À compter de juin de cette année, le pourcentage a baissé jusqu'à 20,7. Donc le succès du programme a été remarquable. Alors, au niveau de la cohorte, vous constaterez que nous avons une amélioration du rendement de 34,08%, mais pendant le projet proprement dit, nous avons réalisé une amélioration de 50% en raison de la stratégie que CNA et la FCSS ont employée. Donc, dans le cadre de votre processus, d'abord on examine les résidents qui sont sous antipsychotiques, passer en revue leur score MDS et revoir le codage. Le codage est très important. Il faut s'assurer de cibler les résidents qui ont présenté des comportements passés d'agression ou autres. Il faut commencer lentement, choisir un résident par zone, par étage et travailler avec votre équipe pour aller de l'avant. Alors, la stratégie de réduction. Bon, votre haute direction, qu'il s'agisse d'un foyer unique ou d'un groupe de foyers, il faut que la haute direction connaisse le programme, en connaisse les succès et
soient au courant de votre stratégie de mise en œuvre. Incluez les médecins, incluez les familles, incluez les résidents, incluez le personnel quand vous écrivez le projet. Faites la planification dès le début, vous allez renforcer les chances de succès du programme. Et allez posément. Identifier les résidents pour chaque secteur, chaque service, ceux qui paraissent les plus faciles à traiter, et cela va permettre de faire progresser le processus. Les employés hésiteront au début parce qu'ils ne veulent pas que les comportements reviennent. Faites participer votre personnel à la sensibilisation, processus en cours, et vous commencerez à voir des résultats. Et au fur et à mesure que de cela, le personnel s'impliquera de plus en plus et son enthousiasme augmentera. Recourez à votre pharmacien, à votre physiothérapeute, à toute l'équipe. Recourez donc à tous les éléments d'information. En faisant le suivi, vous pouvez faire le suivi des comportements, des chutes, etc., voir comment se portent les résidents tandis que vous réduisez la posologie. Les appels conférences avec la famille sur la progression de la réduction de l'antipsychotique et le comportement de leurs proches, la réaction à la réduction, ça c'est également très important. Poursuivez donc le suivi des résidents une fois que le programme aura terminé, parce que il faut s'assurer qu'ils puissent continuer de suivre le programme et qu'il n'y ait pas de changement soudain de comportement. Il faut faire le suivi des changements d'état. Alors, il y a une trousse à outils que nous avons réalisée de concert avec la FCASS. Et comment mobiliser les membres de votre équipe et la sensibilisation, l'éducation. Voici notre graphique qui montre comment on peut réussir le processus. Ce graphique a été modifié au fil du temps, au fil du projet, au fur et à mesure que défilaient les cohortes et lorsque nous avons développé le programme dans toutes nos communautés. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser au sein de votre organisation pour vous aider à aller de l'avant dans le programme de réduction. Alors, voilà une diapositive qui a les résidents au sommet. Alors, est-ce qu'ils prennent des antipsychotiques ou non? Est-ce qu'ils prennent des médicaments selon les indications ou hors indications? C'est un graphique que vous pouvez utiliser pour voir quelle est leur progression. Ça vous donne une idée au fur et à mesure que vous suivez le processus de réduction des antipsychotiques, de la manière dont vous pouvez déterminer de quel résident vous allez vous occuper. Alors, selon notre expérience, il faut procéder lentement. C'est très important que tous les membres de l'équipe adhèrent au programme, le personnel, les familles. Et la communication, c'est très important. La FCASS a mis au point une excellente boîte à outils pour aider votre équipe à parcourir ce processus. Certains des résultats clés que nous avons constatés, 54% des résidents de la cohorte ont pu arrêter complètement les antipsychotiques. Et cela était largement supérieur à notre objectif initial de réduction de 30%. Donc fixez-vous des objectifs pour votre organisation, pour votre foyer. Jusqu'où voulez-vous aller et comment prévoyez-vous y aller? Je peux vous dire que 16% des résidents ont pu prendre une dose plus faible des antipsychotiques prescrits. Et ils avaient simplement besoin d'une dose plus faible. Nous avons diffusé cette initiative dans la majorité de nos foyers en Ontario avec des résultats fantastiques. Certains des foyers sont passés de 40% à 8% d'utilisation d'antipsychotiques. Ça marche.
Et c'est extrêmement avantageux, extrêmement bénéfique. Nous avons également mesuré donc les cotes d'agression, les indices d'engagement sociaux, lorsque les résidents ont cessé de prendre les antipsychotiques, leur dépression s'est améliorée, le rendement cognitif s'est un peu amélioré. L'augmentation du véritable engagement était important. C'est donc très important pour les résidents, pour la famille, pour leur personnel. Et cela contribue beaucoup à pérenniser le programme. Nous avons sondé les résidents, le personnel. Voyez où se trouvent nos résultats. La plupart de nos foyers sont en bas de la moyenne provinciale ou on approche. Alors, changement culturel. Donc, il s'agit au niveau des médecins et du personnel de première ligne, comprendre que les antipsychotiques ne constituent pas la première ligne de défense contre certains comportements. Les membres du personnel remettront cela en question, mais au fur et à mesure qu'ils connaissent le programme, ils constateront que les antipsychotiques ne seront pas la première ligne de défense et ils ne vont pas nécessairement décrocher le téléphone pour demander une prescription, ils vont utiliser la gestion du comportement, d'autres stratégies. Les médecins commencent à communiquer plus fréquemment quant à l'utilisation d'antipsychotiques au fur et à mesure que suivent le programme, ce qui s'inscrit dans la stratégie de réduction, justement. Il faut faire un suivi continuel, un résident à la fois ou un service à la fois, faire un suivi constant des progrès des résidents qui participent au programme ou qui ont cessé de participer au programme après une réduction réussie. Continuer donc à suivre ces résidents, ça contribue à prolonger le programme. Donc un examen trimestriel fondé sur la réduction des antipsychotiques afin de s'assurer que tout le monde est sur la bonne voie. Vérifier les scores de PSI, les scores du RAMDS et veiller à l'exactitude du codage et de la documentation. Voilà des éléments clés. Alors, donc votre outil officiel pour observer les résidents doit être mis en place pour déterminer s'ils peuvent être candidats à une réduction. Et il s'agit d'un meilleur processus pour l'examen des médicaments. Les médecins doivent à présent consulter l'infirmière avant prescrire des antibiotiques, psychotiques plutôt. Et ce programme a augmenté la communication entre les infirmières, les médecins et les pharmaciens. Il y a eu beaucoup de formations et nous avons eu un taux de satisfaction de 95% à l'égard de cette formation et nous avons remporté d'énormes succès avec ce programme. Alors l'expérience des résidents et de l'équipe, donc les familles et les résidents étaient vraiment très mobilisés, très satisfaits du programme. La collaboration au sein de l'équipe interdisciplinaire s'est améliorée dans toute l'organisation au fur et à mesure du processus et nous avons renforcé la capacité des membres de l'équipe pour la découverte des erreurs de codage, la clarification des diagnostics, l'apprentissage sur l'utilisation appropriée des antipsychotiques, etc. Alors, quelques-unes des leçons que nous avons tirées. Il faut procéder petit à petit. Il faut que tout le monde soit au courant dans votre centre de soins. Vos partenaires communautaires, vos médecins, vos pharmaciens doivent participer, mais il faut procéder petit à petit et faire un suivi continuel. Votre leadership joue un rôle très important et cela signifie continuer de faire progresser le programme et votre organisation en verra le succès. Alors donc, établissez vos objectifs. Nous sommes fixés un objectif de 20%. Nous verrons si
nous sommes parvenus à 20,7%. Fixer des objectifs ambitieux, pas seulement la moyenne provinciale. Établissez constamment des objectifs ambitieux. Nous pouvons réduire les antipsychotiques. Les recherches, donc l'un de mes collègues va en parler, nous pouvons atteindre une plus grande réduction avec nos résidents en prenant des antipsychotiques. Alors, merci beaucoup. Voilà un bref survol de nos résultats. Ce programme nous a permis de remporter beaucoup de succès dans le fil d'une période très courte. D'ores et déjà, nous constatons des réductions de 50 à 60% des antipsychotiques. J'espère que cette information vous a intéressé. Je vous souhaite bonne chance avec vos programmes. Kay Phillips, merci beaucoup, Dermanfet, pour cette présentation très instructive. Le programme formel a pris fin l'an dernier, mais votre expérience de pérennisation, de prolongation des gains, c'est vraiment fascinant. Alors, Susan McCauley vous pose une question, Dermanfet. Quel outil, quel système Sienna utilise-t-il pour faire le suivi et pour mesurer des expressions comportementales des personnes vivant avec la démence? En fait, eh bien, nous utilisons plusieurs outils. Par exemple, pour le suivi du comportement, nous avons un système de suivi du comportement de notre programme BSO. Nous avons légèrement modifié cet outil. Nous utilisons également Point of Care pour suivre les comportements. Et nous utilisons Pieces et le programme Pieces. C'est également avantageux. Donc c'est une combinaison de plusieurs éléments qui se réunissent dans un processus qui nous aide au niveau de la gestion des comportements, de la réduction des comportements. Et l'utilisation des médicaments représente un de ces outils, le suivi des effets secondaires, mais il s'agit d'un certain nombre d'éléments que nous avons conjugués pour réduire nos comportements. Ok, Phillips, très bien. Je vois que Susan saisit encore une question, mais nous en avons une autre, un commentaire d'Andrew. Alors tout d'abord, félicitations pour les résultats fantastiques. Pour quelles raisons ont été fixées pour que certains foyers ne participent pas au programme? En fait, ce n'est pas qu'ils n'aient pas adopté le programme, ils ont un projet de réduction. Comme nous savons, il y a certains foyers qui adoptent plus rapidement que d'autres. Il y a des problèmes opérationnels parfois, mais ça c'est une priorité pour nos communautés. Tous les foyers participent à présent au programme. Certains l'ont adopté plus lentement, exigent un peu plus de soutien que nous leur fournissons afin de les aider dans leur processus, mais tous les foyers y participent. Ce n'est pas qu'ils ne l'avaient pas adopté, c'est qu'ils ils ont commencé à participer au programme un peu plus tard. Phillips, très bien. Une dernière question de Susan avant que nous continuions. Donc, est-ce qu'il y a un outil ou un système pour mesurer le changement des comportements ou des moyens d'engager donc de susciter donc la mobilisation? En fait, eh bien, tout le personnel du foyer participe. Nous passons en revue nos résidents régulièrement, ainsi que dans le contexte de l'ICIS et de MDS, nous avons un examen très approfondi tous les trimestres au niveau des changements de comportement, au niveau de leur score, au niveau de l'opportunité, la mise en œuvre des stratégies appropriées de concert avec la famille et le personnel pour envisager donc la réduction des comportements. Alors, la conférence de soins interdisciplinaires, nous avons également des séances de concertation de toute l'équipe lorsqu'il y a des escalades de comportement. Nous avons des concertations d'équipe le matin
pour informer le personnel de première ligne de tout changement apporté à une intervention. Kay Phillips, merci beaucoup, Dale Moffett. Et pour revenir à ce que disait Susan, est-ce que vous concentrez sur le comportement du personnel? Dale Moffett. Oui, nous formons le personnel, la formation PIECES notamment, afin d'aider le personnel à comprendre comment gérer les comportements. Nous avons beaucoup de modules de formation, nous avons des séances individuelles avec notre personnel de première ligne pour aider l'équipe à comprendre le comportement. Nous n'avons pas d'outils spécifiques, mais il y a beaucoup de formation et d'encadrement. Il s'agit d'un modèle axé sur l'encadrement. Kay Phillips. Bon, eh bien, merci beaucoup, Dale Moffett. Et j'ajouterai également, dans le cadre du programme global UAA, d'après les dernières enquêtes, c'était un peu rétrospectif, mais nous avons appris que dans certains domaines, il s'agit de demander aux foyers quelle est leur expérience dans l'inclusion du processus dans leur routine. Donc, les techniques et les moyens que ces organismes envisageaient d'utiliser. Donc, il s'agissait d'une indication pour nous de la manière dont cela s'était déroulé et des résultats qui avaient été obtenus au niveau rétrospectif. Alors, merci beaucoup, Dale Moffett, et merci pour les excellentes questions. Afin de pouvoir de pouvoir nous en tenir à notre horaire, nous allons donner la parole au Dr. John Hurdies, qui va nous parler de son analyse comparative longitudinale interrail des foyers de SLD participants et non participants dans le cadre du projet collaboratif UAA pan-canadien de la FCASS. Dr. John Hurdies. Merci beaucoup, Kay Phillips. Merci à vous tous qui participez à ce webinaire sur une initiative nationale formidable. Je suis heureux que mon équipe de recherche ait pu y jouer un rôle. Donc, nous voudrions vous montrer les résultats des recherches que nous avons accomplies à l'aide des résultats. Je devrais reconnaître un partenaire très important, l'Institut canadien d'information sur la santé, qui nous a donné accès aux données comparatives que vous allez voir. Alors, au cas où vous ne connaissez pas le réseau Interrail, il s'agit d'un réseau international sans but lucratif d'une centaine de chercheurs professionnels de la santé dans une trentaine de pays. Nous faisons des recherches sur la création de systèmes d'évaluation et puis menons une réflexion sur leur utilisation en vue d'améliorer la qualité des soins. Le projet collaboratif de la FCASS représente l'exemple ultime de ce que c'est que la vision Interrail pour identifier les besoins, pour identifier les qualités, les problématiques et au niveau personnel pour susciter des changements dans les soins et que nous pouvons suivre au fil du temps pour évaluer la qualité des soins ultérieurement en fonction des résultats des interventions. Nous avons toute une série d'instruments que nous utilisons au plan pan-canadien. Nous nous concentrons pour les fins d'aujourd'hui sur les instruments utilisés dans les foyers de soins et les hôpitaux de soins continus complexes, mais nous envisageons également une étude sur les antipsychotiques dans d'autres secteurs. Nous avons tiré des enseignements importants de leur utilisation dans les soins à domicile, dans les soins complexes, continus complexes, ainsi qu'en milieu hospitalier. Alors donc, Kay Phillips vous a déjà montré cette diapositive. La clé, c'est que ce système peut être utilisé à des fins multiples. Au niveau personnel, on peut l'utiliser pour identifier le besoin de plan de soins et suivre les résultats. Au niveau organisationnel, nous avons une série d'indicateurs intégrés d'évaluation du risque que nous pouvons actionner. Il s'agit d'un élément clé. Recueillir ces données une seule fois pourra nous permettre d'obtenir un changement, mais c'est la mobilisation personnelle qui est vraiment décisive. Alors donc, au fin de cette étude, nous avons utilisé 5 trimestres de données d'avril 2014 à juin 2015. Au niveau des foyers de soins, nous avons examiné 13 indicateurs de qualité ajustés en fonction du risque. Nous comparions donc les taux des organismes, dans les organismes participants, pas et participants à l'initiative CASS. Donc il y avait un groupe témoin.
Nous voulions également procéder à des analyses au niveau des résidents pour envisager l'évolution de l'utilisation des antipsychotiques auto-individuels, pas seulement dans les foyers. Alors, je vais vous en montrer des exemples dans les diapositives qui viennent. Alors, cette diapositive représente une comparaison entre les participants à l'intervention de la FCASS en vert. Les barres vertes sont donc les pourcentages pour l'étude de la FCASS et le bleu porte sur les foyers, ce que vous envisagiez, le sexe, le type de diagnostic. Les deux cohortes étaient très semblables. Il n'y avait pas de biais de sélection majeur au niveau du type de résidents qui ont participé à l'initiative de la FCASS par comparaison aux autres. Il n'y avait rien ici qui nous laissait à croire qu'il y avait un biais dans le type de population qui était inclus dans l'initiative. Il y avait des différences au niveau des provinces représentées. Donc, il y avait davantage de foyers dans l'initiative de la FCASS en Colombie-Britannique que la moyenne pan-canadienne. Et en Ontario, il y avait un peu moins de foyers dans l'Ontario que dans la Colombie-Britannique pour présentation à la base, pour inclusion dans la base de données pan-canadienne. Donc, il y a certaines différences au niveau des ressources que les résidents ont reçues, et ce qui est attribuable à leur province, et par exemple la thérapie de loisirs, la physiothérapie. Mais aucune de ces différences n'est suffisamment importante pour m'inquiéter en ce qui concerne la validité des résultats. Alors, parlons donc des indicateurs de qualité ajustés au risque. Je vais vous montrer une série de graphiques d'indicateurs de qualité ajustés au risque. Nous avons donc les critères d'inclusion, les critères d'exclusion que Philippe a évoqué plus tard. Nous utilisons également plusieurs autres facteurs de risque clinique pour ajuster en fonction du risque pour l'utilisation des antipsychotiques. Par exemple, la gravité du déficit cognitif, l'âge du résident. Ces éléments font donc l'objet d'un contrôle dans l'analyse. Alors, par exemple, cet indicateur de qualité, le numérateur, c'est le nombre de résidents sous antipsychotiques au cours des 7 derniers jours, c'est ce que nous comptons. Le dénominateur, les personnes incluses sont toutes les personnes ayant une évaluation valide, sauf que nous ne considérons pas les évaluations à l'admission, parce que ces résidents peuvent être bien des antipsychotiques qui, lorsqu'ils sont en service pendant 90 jours ou plus, diverses covariables caractéristiques qui augmentent ou diminuent la probabilité d'utilisation, le déficit cognitif en serait un, puis nous excluons les personnes présentant des conditions dans lesquelles l'utilisation d'antipsychotiques est justifiée. Par exemple, la présence d'un diagnostic de schizophrénie entraînerait une exclusion parce que l'utilisation des antipsychotiques ne constitue plus une difficulté. Nous avons également procédé à une stratification en créant une population standard aux fins de comparaison. Si vous connaissez la littérature épidémiologique, avec les taux de mortalité normalisés pour l'âge, c'est un peu comme ça. On considère une stratification majeure et puis on répartit toutes les populations en fonction d'une distribution partagée pour qu'on puisse comparer les éléments comparables. Donc il y a beaucoup de rajustements techniques qui sont apportés pour que nous puissions être certains que nous recueillons donc l'ensemble des données au fil du temps. Alors, voici le graphique clé pour comprendre l'indicateur de qualité. Alors, je vais prendre quelques instants pour le passer en revue. Tout d'abord, il s'agit de graphiques qui montrent sur la gauche les établissements participants au projet de la FCASS, sur la droite ceux qui n'y participaient pas. Alors, dans ces graphiques, au milieu, il y a le carré bleu, c'est le taux, la moyenne pour les foyers. Alors, la médiane pour les foyers de la FCASS est d'un peu moins de 30%. Ensuite, en haut de la boîte, c'est le 75e percentile, en bas, c'est le 25e percentile. Le point noir rond est le 20e percentile et le point gris est le 80e percentile. Alors, donc le point au bas, 20% des foyers ont un taux
de 25% ou moins dans leur foyer. La médiane, c'est la marque de 50%. La moitié des foyers avaient un taux de 29% moins et 80% des foyers avaient un taux d'environ 41% ou moins. Alors donc, plus le bas est le taux, plus on se rapproche du bas, donc mieux le foyer se comporte. Plus le taux est élevé, moindre est le rendement. Alors, ce genre de graphique dans le contrôle de la qualité peut être assez subtil, mais il est clair quand on considère tous les éléments de cette distribution, on constate une réduction notable au niveau des établissements du taux d'utilisation d'antipsychotiques. Donc, pour la médiane, on est passé de 29% à 24%, dans les meilleurs d'environ 24% à 15%, et dans les pires de 41% à moins de 30%. Alors, dans les foyers de la FCRSS, chaque foyer dans cette distribution s'est amélioré. Toute la distribution tout entier a baissé. Ce que nous avons vu dans les autres établissements, là, il y a également eu une réduction dans cette distribution, mais pas aussi nette que celle que nous avons constatée dans les établissements de la FCRSS. Alors, pour exprimer ça un peu plus simplement, si on considère le premier trimestre par rapport au dernier trimestre, c'est la différence dans les scores. Pour les meilleurs foyers, la FCRS, ils se sont améliorés d'une réduction de presque 9% par rapport à 3% des autres foyers. La moyenne, 6% contre 4%, et les pires au début sont améliorés de 12% contre 3, environ presque 4% dans les autres foyers. Donc, dans chaque partie de la distribution, l'amélioration que nous avons constatée était plus importante que celle que nous avions vue à ce stade de la distribution dans d'autres parties du pays. Nous avons également étudié d'autres indicateurs de la qualité, en l'occurrence le comportement. En général, ils sont relativement inchangés. La seule question, c'est que dans le dernier trimestre, il y a eu une légère remontée de l'indicateur de symptômes comportementaux pour la moyenne des foyers. Nous nous demandons si c'est un artefact ou s'il y a une tendance dans le changement des comportements. Pour les meilleurs foyers semblent assez stables. Les pires, bon, il y a une légère hausse. Alors, nous tâchons de voir si c'est donc un artefact statistique. Il y a une tendance relativement inchangée pour les foyers autres que ceux de la FCASS. Alors, à présent, étudions les analyses au niveau individuel. Donc, ce que vous venez de voir, ce sont des indicateurs au niveau des foyers, des soins de foyers de soins. Je vous ai montré les scores sur la distribution. À présent, voyons le niveau individuel dans ces foyers. Alors, ces indicateurs de qualité nous permettent d'envisager l'évolution au niveau d'une population, et nous voulons savoir ce qui s'est passé au niveau personnel, parce qu'il se peut que les évolutions des indices qualité représentent simplement la différence de la composition de la population d'un foyer. On veut s'assurer que ce ne sont pas simplement des changements du foyer. On veut s'assurer que les personnes individuelles bénéficient de ces initiatives d'amélioration de la qualité. Mais le grand défi, c'est que les interventions de la FCASS intervenaient en même temps que de nombreuses autres initiatives provinciales en vue de réduction de l'utilisation des antipsychotiques. Nous devions donc savoir s'il s'agit simplement d'une tendance lourde dans les diverses provinces ou s'il y a un effet additionnel de la FCASS au-delà de ce qui s'est passé dans les foyers. Nous voulions également envisager des facteurs qui n'étaient pas pris en compte dans l'ajustement du risque pour les indicateurs de qualité et qui auraient pu influencer les résultats au niveau de cet indicateur. Bon, il faut toujours s'inquiéter du biais de constatation. Il y aurait certains établissements qui sont plus ou moins attentifs à cerner certains problèmes, ce qui signifie que ce biais pourrait affecter les tendances longitudinales. Donc, il faut des modèles statistiques pour contrôler le biais de constatation. Alors, il existe de nouvelles techniques statistiques qui permettent de gérer ces données, mais ce que nous avons appris d'étonnant, c'est que, bon, même certains des modèles les plus statistiques les plus avancés ne peuvent démêler ce genre de données. Donc, c'est vraiment une abondance de données. Mais nous avons quand même trouvé certaines solutions. Alors, cette diapositive
est l'une des diapositives clés. On considère l'effet de l'intervention de la FCASS pour toutes les provinces participantes en tenant compte de la province de domicile et à l'exclusion des personnes présentant des hallucinations, la maladie d'Huntington, Alors donc, est-ce que l'initiative de la FCASS a eu des changements au-delà de ceux qui seraient revenus au niveau provincial? Cela dépend en partie à la période rétrospective que vous utilisez, mais si vous deviez utiliser, disons, janvier 2014 comme point de départ, constatez que le rapport de cote ajusté pour la réduction durable des antibiotiques était de 0,8. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a une réduction de 20% de la prise durable d'antibiotiques dans les foyers de la FCASS compte tenu de la province de domicile. Cela signifie que l'initiative de la FCASS a eu des effets au-delà des mesures provinciales. Ensuite, on peut également examiner des modèles statistiques élaborés pour tenir compte d'autres facteurs qui entrent en jeu afin de voir dans quelle mesure l'intervention de la FCASS intervient, le sexe de la personne, l'échelle de comportement agressif, de performance cognitive, le groupe d'âge. Donc on peut tenir compte de ces différents facteurs et même après avoir contrôlé tous ces facteurs, avoir exclu les personnes en fonction de l'indicateur de qualité, nous constatons toujours un rapport de cote de 0,8. Alors donc après avoir tenu compte des conséquences du sexe, du comportement agressif, de l'âge, des délires, d'hallucinations, etc., il y a toujours un rapport de cote de 0,8 au niveau de la probabilité de prise durable d'antibiotiques pour ces résidents qui étaient dans les foyers de la FCASS. Et quand nous avons stratifié l'analyse par province, les résultats sont semblables. En Saskatchewan, en Ontario, on était en deçà de 0,8, c'est-à-dire qu'il y avait une réduction de 20% ou plus. À Terre-Neuve et en Alberta, ce n'était pas aussi net, mais tout de même un effet significatif. Donc, en Alberta, il y a une énorme initiative pour réduire l'utilisation d'antipsychotiques. Les foyers de la FCASS on manifeste toujours une réduction de 18% dans la probabilité de prise durable d'antipsychotiques par rapport aux autres foyers de l'Alberta. Alors pour conclure, il y a énormément de données qui démontrent que l'initiative de la FCASS améliore les modes d'utilisation des antipsychotiques et que cette amélioration dépasse ce qui s'est passé dans les autres foyers. Nous avons procédé à un ajustement des risques afin d'éviter que la situation soit faussée par les changements de population. Nous sommes donc convaincus qu'il ne s'agit pas de facteurs qui ont confondu les résultats. Nous n'avons pas non plus constaté de changement appréciable dans les autres indicateurs de qualité, surtout au niveau de l'utilisation de contention. Bon, je ne vous ai pas montré cela, mais au niveau des comportements, nous avons vu quelques hauts et bas, mais la tendance me paraît devoir se poursuivre longitudinalement. Nous n'avons pas constaté de passage massif à des comportements, une situation de comportement de perturbateurs, de chute, de contention, etc. Et nous avons constaté ces effets au niveau individuel ainsi qu'au niveau de l'établissement. Alors, je m'arrête ici, je serai heureux de répondre aux questions. Kay Phillips, merci beaucoup, Dr. Hurdies. Je ne vois pas de questions dans la boîte de dialogue. Dr. Hurdies, est-ce que vous pourriez clarifier les travaux que vous accomplissez ou que vous voulez réaliser avec la FCASS? Dr. Hurdies, bon, à l'heure actuelle, nous travaillons à prolonger cette série chronologique de 3 trimestres pour voir comment cela affecte la persistance, parce qu'on ne veut pas se trouver dans une situation où il y a beaucoup d'enthousiasme pendant l'intervention, mais une fois l'intervention achevée, les gens reprennent les anciennes habitudes, où il y a d'autres conséquences qui ne sont pas gérées efficacement. Donc, à présent que nous avons établi
que l'intervention fonctionne dans l'immédiat pour réduire l'utilisation d'antipsychotiques. Nous voulons envisager l'impact à long terme des changements dans l'utilisation d'antipsychotiques pour nous assurer que c'est pérenne et qu'il n'y avait pas de conséquences négatives imprévues à long terme. Et Phyllis, merci beaucoup, Dr. Hurtis. J'ai une autre question. Pour les gens en ligne, vous travaillez peut-être au sein d'un groupe qui a plusieurs foyers. Je m'intéresse à ce genre de travail où on peut comparer de manière longitudinale ces analyses. D'après vous, quels seraient les facteurs clés pour entreprendre ce genre d'analyse longitudinale? Dr. John Hurtis. Bon, pour être clair, pour énoncer une évidence, le fait d'avoir une norme pan-canadienne sous forme de l'évaluation MDS qui est utilisée dans tout le Canada avec l'appui de l'ICIS pour assurer la qualité des données était vital. Je crois que c'est la plus importante étude sur une intervention. Nous avons pu la réaliser parce que nous avons ces normes pan-canadiennes. Ça, c'est un élément. Il y a un autre élément critique, c'est de continuer de se concentrer sur la qualité des données. Ces données sont très, très précieuses au niveau individuel pour alimenter l'intervention et au niveau des populations aussi. Donc, il faut continuer de s'assurer de la qualité des données et que les évaluations sont faites de façon appropriée en temps utile. C'est vraiment essentiel. Mais je crois, lorsqu'il s'agit d'avoir un impact sur l'utilisation d'antipsychotiques ou tous les autres indicateurs de qualité, je reviendrai à la présentation de Dermofet dans laquelle elle a précisé qu'est-ce qu'il est important d'utiliser l'évaluation pour alimenter la planification des soins, pour incorporer cela dans la pratique clinique. C'est essentiel. Si c'est juste un formulaire que vous devez remplir parce que quelqu'un dans le ministère vous l'a demandé, vous ne vous rendez pas compte, vous ne réalisez pas les objectifs. Mais si vous utilisez ça pour alimenter la planification des soins, vous pouvez faire une énorme différence à la qualité, comme nous l'avons vu dans les données pan-canadiennes de la présentation de DERM. OK, Phillips, merci beaucoup. Une autre question. Comment une province comme le Québec peut être incorporée? Comment peut-on faire en sorte que le Québec recueille des données qui permettent à la province de participer à l'avenir de ce projet collaboratif? Est-ce que vous avez des réflexions sur cette question, Dr. Hurtis et Dr. John Hurtis? Bon, il y a de bonnes nouvelles et de mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, c'est que nous avons une demande de subvention pour réaliser une étude pilote jusqu'à 10 foyers québécois avec la nouvelle version de l'évaluation Interrail qui permettra aux foyers participants d'être évalués en fonction des mêmes indicateurs de qualité. Donc, je ne sais pas si cela sera fait à plus grande échelle par la suite. Le Québec a décidé, mais pour l'instant, nous pouvons faire des projets pilotes avec les foyers participants. Donc, s'il y a des participants québécois qui s'intéressent à ce projet, je serai heureux de vous parler ultérieurement. À présent, les mauvaises nouvelles, c'est que si vous n'avez pas l'instrument Interrail, il n'y a pas de façon scientifique défendable de comparer votre rendement avec ces indicateurs. Parce que je vous ai donné une idée de la complexité technique de l'ajustement du risque. Pour cet indicateur, il tient compte de 15 ou 16 variables. Donc on ne peut pas prendre un élément, un sous-ensemble limité pour créer un indicateur de qualité au Québec en espérant que ça se compare aux autres provinces canadiennes qui utilisent des données Interrail, parce que dans la réalité, ces différences de mesure pourraient complètement expliquer toute différence que nous constaterions au Québec au niveau de cet indicateur. Donc, sans normes de comparaison, je ne cautionnerai pas une comparaison sans les données Interrail qui sont indispensables. OK, Philippe, ça c'est très utile, Dr. Hurtis. Une note pour nos auditeurs et Dr. Hurtis, à titre d'information, en 2017, la FCASS continue d'envisager des possibilités de diffusion, de montée en échelle dans d'autres provinces. Nous procédons donc à
un effort de diffusion pour parvenir à rejoindre un plus grand nombre de foyers. Donc, s'il y a au Québec un désir de procéder à des essais, nous pourrions nous entretenir avec vous et avec le Dr. Hurdies. Alors, à ce stade, je voudrais remercier le Dr. John Hurdies et Dale Moffat pour leurs excellentes présentations. Il s'agit donc de travaux qui sont très, très emballants. Je voudrais vous signaler que il s'agit donc d'une série. Nous proposons un deuxième webinaire sur l'amélioration des soins spécialisés pour les aînés. C'est un thème différent. L'évolution de la mobilisation des patients et des modèles de partenariat d'implication des patients et de leurs proches à Québec. La suite donc dans cette série, la transformation des soins en personnes âgées, notre prochain webinaire a lieu le 11 janvier. Il s'agira de mettre à contribution les pharmaciens et les équipes de soins interdisciplinaires pour améliorer la prescription des antipsychotiques et réduire la polypharmacie. Il sera question de gestion des médicaments et de polypharmacie. Il s'agit d'un thème très important. Jetez un coup d'œil à toute notre gamme de webinaires sur appel. Alors encore une fois, nous vous remercions pour votre participation qui est très très utile pour la conception de webinaires futurs. Nous vous demandons de prendre un instant pour nous fournir une rétroaction sur cette séance. Nous vous invitons à vous inscrire à notre bulletin de la FCASS et surveiller votre boîte de courriel pour une liste de webinaires et autres possibilités de formation à venir. Encore une fois, merci pour votre participation et nous vous souhaitons une bonne continuation.